France Culture. France Culture. Comme un samedi. Arnaud Laporte. Cette semaine, l'auteur, comédien, chanteur, metteur en scène, chroniqueur, je vais m'arrêter là, François Morel est notre invité principal, invité avec lequel nous avons conçu le programme de cette émission, alors qu'il a mis en scène et qu'il joue la pièce Art de Yasmina Reza un peu partout en France et dans le monde cette saison. Et ce sera au Théâtre Montparnasse à Paris à partir du 27 août. François Morel sera en dialogue au cours de cette émission avec l'autrice et productrice de théâtre Valérie Lévy, avec le comédien Olivier Broche et avec l'écrivain et compositeur Antoine Salaire. C'est avec ce dernier que François Morel nous proposera d'ailleurs un live musique. Et pour le live parole, François Morel et Olivier Broche liront quelques-uns des énigmatiques contes liquides, accompagnés par Antoine Salaire. Un riche programme qui sera complété en fin d'émission avec l'avant-scène d'Aurélie Charon qui ira à la rencontre de Sophie Bien-Aimée, la directrice équestre et artistique du musée du cheval de Chantilly. Bonjour François Morel. Bonjour Arnaud Laporte. Alors j'ai dit, comédien, auteur, chanteur, chroniqueur, metteur en scène. J'en fais tout. Bon, un artiste aux multiples vies. Que ce François Morel, né en Normandie, formé à la rue Blanche après une maîtrise de lettres à Caen, qui commence sa carrière notamment dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makayev, avec lesquels il invente le théâtre des Deschiens entre télévision et scène. Il y rencontre deux de ses compagnons les plus fidèles, Olivier Saladin et Olivier Broche. Depuis, François Morel trace un parcours singulier, où l'humour côtoie la poésie, la chanson, le théâtre, et où la fidélité artistique devient matière de création. Il écrit des chroniques sur France Inter, des spectacles comme La fin du monde et Pour dimanche. C'est demain donc. Tous les marins sont des chanteurs, on en avait parlé ensemble sur cette antenne, ou encore J'ai des doutes, hommage à Raymond DeVos. Collaboration avec Antoine Salaire a donné naissance à plusieurs albums, on va en parler. Et c'est en novembre 2024 qu'il a créé cette mise en scène d'art de Yasmina Reza, dont nous allons bien sûr parler. Mais avant cela, quand même faire un petit retour en arrière, en Normandie, quand vous montez sur une chaise à la communion de votre frère et que vous chantez les marionnettes de Christophe. Ouais, c'était à ma sœur, communion de ma sœur. Ouais. Mais enfin bon, ça change pas grand-chose. Je note. Alors, c'est dommage. De votre sœur. C'est le début d'une pratique assidue d'escalade, souvent des tables. Dès que l'occasion se présente sur ces tables, François Morel, vous ressentiez quoi ? L'inquiétude avant, le plaisir pendant. Une fatigue inouïe après. Vous parlez de quoi ? Le fait d'être sur scène. Ah pardon. Et en fait, j'ai eu beaucoup de... Oui, c'est vrai que pour moi, ça a été marquant ce moment-là, parce que je me souviens pendant tout le repas, parce que je savais que j'allais chanter une chanson à la fin du repas, à la fin du gueuleton, et pendant tout le repas, j'étais hyper concentré en me disant, mais je vais monter sur scène, et c'est incroyable, je vais chanter devant 23 personnes peut-être. Et donc, au moment où ça s'est fait, j'ai eu beaucoup de succès, les gens étaient ravis, ils étaient souriants, mais je devais avoir 6 ans, donc j'étais content forcément. Et après j'étais épuisé et heureux, je me suis dit il faut que je multiplie ces moments-là. Alors beaucoup de sources d'inspiration, on va en évoquer certaines et écouter une petite Madeleine. Si, 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 la vie est belle, la vie est belle, si, 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 le monde est bon, 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 mademoiselle, ne le prenez pas sur ce ton. Quand je vous dis que la vie est belle et que le monde tourne rond bien rond, si, 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 la vie est belle, la vie est belle, si, 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 le monde est rond, bon, 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 car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'ils jonglent avec la terre, pour qu'ils roulent avec la terre, pour qu'ils jouent avec la terre comme avec un ballon. Regarde ça, ces nuages tout blancs. Écoute ça, tous ces rires d'enfants. Amuse-toi, amuse-toi à courir dans le vent.
Alors, vous l'avez reconnu, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qu'on voyait souvent à la télévision, je dis on parce qu'on n'est pas très éloigné dans l'âge. Puis il y avait Gérard Sierre à la radio, il y avait Monsieur Fonteny, votre professeur de français en 4e, ou encore un spectacle de Jean-François Panet, il était de vos 14 ans. Toutes ces personnes, quelques autres bien sûr, elles ont déterminé le cours de votre vie en fait, François Morel. Ma réputation ne va pas s'améliorer auprès de mes copains qui pensent que ma culture musicale s'est arrêtée à Jean Sablon. Ouais. Mais effectivement... il est mort très vieux, Jean-François. Ouais, c'est ça. C'est pas si loin. Ouais. Alors Jean-François Panet, ça Ouais. c'était une référence. C'est un monsieur qui a fini sa vie comme homme de radio en Suisse à la TSR. Et il composait des spectacles où il mélangeait à la fois Jean Tardieu, Jacques Prévert, Jacques Martin et Robert Lamoureux. Et j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien cette légèreté, cette liberté. Alors j'avance rapidement sur la suite. Vous êtes passé par donc une maîtrise de lettres, La Rue Blanche, l'émission Palace de Jean-Michel Rime, Les Deschiens. Mais à quel moment vous avez senti, François Morel, que vous pouviez devenir l'auteur de vos propres spectacles? Assez vite finalement, parce que dès l'école de la Rue Blanche, je travaillais avec une amie qui s'appelle Marina Thomé, avec qui on écrivait des spectacles tous les deux, et on allait jouer dans une crêperie notamment où il y avait à peu près 25 places. Vous êtes 2 de plus que quand vous aviez 6 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça augmente. Petit, puis après je vais Bientôt à l'Accor Arena. Ouais. J'ai encore quelques années. Donc j'ai écrit des sketchs, quoi, c'est tout. Mais des choses assez modestes et courtes. Alors, aujourd'hui, à l'affiche de Art que vous mettez en scène, dans laquelle vous jouez, vous dites que l'amitié, c'est le thème central dans Art, on va pas débattre là-dessus, mais c'est aussi une matière vivante dans votre parcours, parce que sur scène, vous partagez donc cette scène avec Olivier Broche, ici présent, et on va parler avec lui, et avec Olivier Saladin. C'est l'amitié aussi qui vous a fait choisir cette pièce-là? Absolument, c'est-à-dire que je parlais avec un ami belge qui avait joué lui-même la pièce à Bruxelles et un peu partout en Belgique. Il s'appelle Alain Limpoul, et il me disait on peut jouer l'un des personnages, on peut pas jouer les trois, on est programmé pour jouer l'un des personnages, mais surtout pas les trois. Et moi, par esprit de contradiction, je lui ai dit non, je crois pas, parce que je pense que je peux être le type qui est passionné je peux jouer le type passionné d'art contemporain, je peux être le type qui déteste ça, et je peux être le type qui est trop dans des soucis personnels pour avoir un avis bien déterminé. On discute comme ça, et puis je me dis, mais j'ai aussi des amis qui sont dans la même situation que moi. Je suis sûr qu'Olivier Broche, il peut jouer les trois personnages. Et je me suis dit, mais quand même, Olivier Saladin, il serait formidable dans le rôle d'Yvan. Et donc, je commence à gamberger, et à la fin de la conversation, je crois que finalement, j'étais d'accord avec mon copain belge. C'est lui qui avait raison. C'est-à-dire, dans ce groupe-là, finalement, c'est mieux que Olivier Saladin joue Yvan, c'est mieux qu'Olivier Broche joue Serge, et c'est mieux que je joue Marc. Alors, Serge, c'est celui qui achète ce tableau blanc, pas tout à fait blanc. Il n'est pas blanc, hein. Il n'est pas blanc, Bon. je le confirme. 3 amis qui se connaissent depuis plus de 30 ans, et on va écouter un extrait de cette production et quelques mots ensuite de Yasmina Reza. Il y a un petit souci, on va dire, dans le diffuseur. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Mes camarades vont me dire si jamais ils retrouvent le son. Ah, c'est bon. Bah alors, allons-y. Quel effet de suspens. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'antrios n'est pas blanc. Non, bien sûr, mais c'est pour dire. Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan? Bah, pas tout à fait, non? Ah bon. Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs, je vois du jaune, du gris, des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs? Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque.
pourquoi tu es agressive avec Yvan comme ça? Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric. Bluffé parce qu'il croit être la culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Non mais qu'est-ce qui te prend? Ah, mais comment peux-tu, Yvan? Devant moi, Yvan. Devant toi quoi? Devant toi quoi? Ces couleurs me touchent, oui, ne t'en déplaise. Bon, et cesse de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Mais oui, ces couleurs me Ces touchent. couleurs te touchent, Yvan. Ah, cette couleur le touche, il a le droit! Non, il n'a pas le droit. Non, comment ça, il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit. Non. Mais pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais que t'es pas bien en ce moment? Tu devrais consulter! Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent pas. Il n'y a pas de couleurs, tu ne les vois pas, elles ne te touchent pas. Mais parle pour toi. Art, c'est joué dans des endroits invraisemblables, dans des petits dialectes. Elle est jouée partout. D'ailleurs, à ma surprise, parce que si vous dites art au nord de l'Inde, vous voyez, dans une province reculée de montagne, oui. Le tableau blanc, qu'est-ce que ça signifie pour eux? Je n'en sais rien. Il faut bien que je reconnaisse que cette pièce a une portée universelle, mais que c'est une pièce sur l'amitié essentiellement. C'est pas du tout une pièce sur l'art contemporain. Mais non, art, c'est vrai, c'est un phénomène merveilleux. Ça me dépasse aussi. C'est pas si fréquent qu'effectivement une pièce vive cette vie-là. Il y a toujours un endroit dans le monde où on joue art, voire plusieurs. Alors Olivier Broche, cette pièce sur l'amitié, comme le dit son autrice, interroge évidemment aussi sur la domination symbolique, les hiérarchies qui peuvent exister entre amis, qu'on ne voit pas toujours, mais là elles vont être révélées. Comment est-ce que vous avez approché, vous, ce rôle de Serge, celui qui a acheté le tableau? Assez simplement, j'ai tendance moi aussi à m'enthousiasmer pour certaines choses, pas pour tout, mais quand je m'enthousiasme vraiment. Donc là, m'enthousiasmer pour ce tableau blanc, mais il n'est pas complètement blanc, hein, c'est important, je le dis à un moment donné, ça n'est pas un monochrome. Et donc voilà. Et donc toute la difficulté, c'est justement dans ma relation en particulier que j'ai avec Marc, c'est de me faire entendre, et on discutait tout à l'heure de ce que c'est, que la pire des choses, c'est que votre ami doute de votre sincérité, précisément. Et c'est là tout l'enjeu, me semble-t-il, de la pièce, c'est qu'il n'aime pas, c'est une chose, qu'il doute que moi je puisse aimer en est une autre. Et c'est douloureux. Voilà. Et donc, je finis par me confronter à lui violemment, on peut dire. Et je pense que c'est à la fois, ça fait rire, hein, etc., mais je le vis quand même comme une souffrance. Alors, c'est vrai que François Morel, vous jouez Marc. Alors, il déclare d'emblée sa perplexité quand même devant ce tableau, avant d'en dire plus que ça, oui. d'en dire beaucoup plus au fur et à mesure. Donc, c'est Olivier Saladin qui joue Yvan, le troisième ami, qui prend pas vraiment parti, qui veut, on comprend bien, ménager aussi bien Serge que Marc. Vous le disiez tout à l'heure, vous pensiez au début de votre conversation avec votre ami belge pouvoir jouer les trois rôles, mais finalement, pourquoi vous êtes-vous distribué en Marc ? Fondamentalement parce que je trouve que, comme ça, à la lecture de la pièce, je me suis dit, Olivier Saladin va être formidable dans le rôle d'Yvan, parce que c'est quelqu'un qui est souvent hésitant. Olivier, au moment, par exemple, de choisir un spectacle, de se dire s'il va le faire ou pas, ça le met dans des situations d'angoisse terrible. Donc je me suis dit, il va le jouer d'une façon différente d'Arditi, qui avait créé le rôle il y a 30 ans. Arditi le jouait accablé, et Olivier Saladin le joue paniqué. Ouais. Et ça marche bien aussi. Et je trouvais que effectivement, Olivier Broche, c'est quelqu'un qui s'enthousiasme parfois pour des films à côté duquel je passe. Vous avez des exemples peut-être? Je sais pas. Mais débattez un peu. Non, bon, et moi je me suis dit, je prends le type désagréable, parce que des fois ça m'arrive de m'énerver d'une façon incontrôlée. C'est vrai. Mais sur des moments très courts. D'accord. C'est vrai, non? Très court. Oui, c'est ça, qui peuvent se prolonger, mais... Tu exagères. Non, mais c'est pas vraiment par défaut, finalement, que vous êtes distribué en Marc.
C'est pas J'ai parce cru- que l'un et J'ai l'autre. cru que je me prenais le mauvais rôle au départ quand j'ai répété. Je me suis dit mais pourquoi je me suis distribué dans ce rôle-là? Et finalement, je trouve que non, mais ce qui marche bien là-dedans, en fait, c'est qu'on est vraiment copains dans la vie et qu'il y a un truc, s'il y a une seule idée de mise en scène, c'est que cette pièce sur l'amitié va être jouée par des amis et que ça change tout et qu'il y a des silences, des complicités, des regards qui font que on sait bien que ces trois-là se connaissent depuis longtemps et ça se voit dans le spectacle et je pense que ça donne une émotion particulière à ce texte. Alors, il faut dire que vous avez évidemment beaucoup travaillé ensemble, mais que tous deux, François Morel et Olivier Broche, vous avez notamment joué Instant Critique. On n'a pas joué, moi j'ai mis en scène. Vous avez mis en scène, pardon, Ouais. Instant Critique. Oui, On avait fait l'adaptation, François et moi, ensemble, des échanges entre Jean-Louis Boré et Georges Charançol, duo mythique du Masque et la Plume. Quand même, pour le plaisir, on va écouter une archive du 26 septembre 76, dans laquelle ils débattent sur l'Empire des Sens de Nagisa Oshima. Ouais, je me suis... C'est tout de même un film. Vous aviez Oui. jamais vu ça quand même. À ce Ah, point-là. non, jamais vu ça. Non, on peut pas dire ça. À mon avis, c'est pas un film sexuel. C'est vraiment un film érotique. Ça se passe beaucoup plus, tout de même, dans la tête de ces deux personnages. Il met là la tête. Oui, alors. Oui. Ah non, mais vraiment, ils sont impossibles. Bon, mais est-ce que c'est beau? Ils comprennent rien à rien. Charançol, que vous trouvez ça Non, beau? c'est un film, moi, qui me touche profondément pour deux raisons. La première, c'est que c'est peut-être le premier film véritablement érotique, au sens où je comprends ce mot, c'est-à-dire où les sens correspondent à ce qu'on souhaite dans une autre partie de son individu que celle dont parle Jean-Louis Boré. Et deuxièmement, il est évident que cette reconstitution des estampes érotiques japonaises dont tout le monde sait que François-Régis Bastide possède une collection admirable, Il m'a fait le coup plusieurs fois. cette reconstitution des plus merveilleuses estampes japonaises du XVIIIe siècle est un enchantement pour les yeux. Or, pour moi, dans un film, d'abord, ce qui compte, c'est la plastique. J'ai toujours pas envie d'aller le voir, mais je... Ah si, c'est Oh non, vous moi- qui adorez les estampes Une japonaises. blague, une vieille blague. J'ai horreur de ça. À toi. Jean-Louis. Non, c'est un film à la fois terrible, terrible. Et moi, alors là, est magnifique et sublime. Et moi, je refuse, enfin, la distinction entre sexuel, érotique et porno. Je voudrais qu'on y revienne un jour sérieusement. Moi, je la Ouais. refuse totalement. Moi aussi. Pour moi, il y a du porno et du porno, c'est tout. Bon, alors ça... Le porno, tu comprends, c'est une question de clientèle. Le porno, lorsque c'est pour les travailleurs immigrés ou pour Oh. les... Si, mais c'est vrai, pour les misérosexuels de la rue Non, Saint-Denis, j'en c'est prie. laid, c'est bas, c'est con, c'est bien assez bon pour ces gens-là. Quand il La marge. s'agit des cadres de moyens et supérieurs qui descendent vers les Champs-Élysées, comme on va boire au Marigot le samedi soir, alors on baisse sur du Mozart, dans des lumières à Georges de la Tour. Mais ça n'a rien à voir avec le film dont Quand tu on parles. fait, mon Dieu. Ça n'a aucun rapport avec ce film. Quand on fait des fellations sur une cantate de Bach, c'est de l'érotique. Ceci pour dire que là, vous avez Je un trouve ça porno. complètement... enfin bon. Vous avez là un porno sublime. Bon, grand plaisir à entendre, mais d'avoir travaillé quand même sur ce duo-là, qui savait vraiment se disputer. Est-ce que ça a nourri, d'une façon ou d'une autre, votre approche de art? Non, en fait, je m'en suis rendu compte un peu plus tard que finalement il y avait un vrai rapport entre les deux spectacles, quoi. Sauf que je suis pas sûr qu'ils étaient si amis que ça, Boré et Charançol. C'est-à-dire ils avaient des rapports cordiaux, mais je pense pas qu'ils se fréquentaient en dehors du studio. Ils se fréquentaient pas en dehors du studio. Mais c'était un peu un jeu, quoi. C'est-à-dire ils ont théâtralisé un peu leurs différends artistiques. Donc, mais c'est pas tout à fait un rapport amical. Même si nous, dans la pièce qu'on avait créée il y a quelques années, le rapport était plus amical, je crois, que dans la réalité. Oui, Il y avait une vraie complicité. ouais, tout à fait. Ouais. On s'amusait de la complicité qu'on avait, Olivier et moi, et qu'on avait avec toi qui nous mettait en scène. Donc ça nous a bien aidé aussi. Ouais. Ouais, mais quand on retrouve le rôle que vous jouez dans Art, il y a aussi ce mélange entre affirmation, peut-être parfois une légère mauvaise foi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est questionné, qui était dans ces joutes entre Boré et Charançol. C'est questionné, mais finalement, est-ce qu'on a envie, on a toujours envie que à la fois on admire les gens parce qu'ils vous ressemblent pas, et qu'on voudrait être un peu ce qu'ils sont. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être soi-même? Et en même temps, on voudrait toujours, en amour comme en amitié, que les gens soient
ne vous échappe pas, quoi. Et là, finalement, je crois que Serge échappe à Marc, et ça, il le supporte plus. Et je le comprends parce que je vois ce qu'on veut dire quand on aime quelqu'un, on a envie à la fois qu'il ne soit pas le même, et en même temps, quand il vous dit une chose quand même qui est très éloignée de vous, ça peut être violent et douloureux. Et c'est une violence et c'est une douleur pour le personnage de Marc qui, d'une certaine manière, qui est odieux dans ses affirmations, mais en même temps qui est passionnant parce que je crois que c'est le plus névrosé de nous trois. Et le plus, au fond, peut-être, ou même très probablement le plus malheureux d'être ce qu'il est. François Morel. Mais Marc et Serge, ils ont une vraie sincérité l'un et l'autre. C'est-à-dire, il y en a un qui aime profondément cette œuvre-là, il y en a un autre qui déteste absolument. Et Yvan, qui paraît le plus sympathique, finalement, est le plus tordu, parce que il dit qu'il aime bien au début, il dit que c'est une merde à la fin, et donc, entre-temps, il a une indifférence qui fait que l'amitié est pas tellement mise en valeur dans son propos, quoi. Alors que là, il y a une recherche de sincérité chez les deux personnages qui s'affrontent. Alors, autre chose évidemment importante, si on se souvient de votre passé commun chez les Deschamps-Macaïef, à l'époque, le texte, il y en avait quand même, se construisait beaucoup sur le plateau, en improvisation. Là, vous avez fait d'autres spectacles depuis, on se souvient du Bourgeois gentilhomme entre autres, mais là, Yasmina Reza, c'est extrêmement précis. Hein, il y a toujours ces indications, un temps, une pause, un blanc, enfin bon, c'est très très précis. Qu'est-ce que ça change au fond dans le jeu? Alors j'interroge là les deux comédiens. François Morel. De toute façon, les spectacles de Deschamps-Macaïef étaient aussi d'une grande précision. Oui, mais même sur l'écriture, vous y participiez, c'est ça que je voulais dire. Là, vous prenez un texte qui existe. Bah oui, mais ça change beaucoup de choses. Mais là, à partir du moment où on est devant les spectateurs, le spectacle je sais pas, il est fabriqué, donc on sait exactement. Il y avait aussi oui, c'est une partition, et la partition était aussi extrêmement précise quand on jouait les spectacles. C'est magnifique, ou Lapin chasseur. Donc ça change pas énormément de choses, sauf que là, on avait un texte à apprendre, alors que à la période Deschamps-Macaïef, on n'a jamais appris un texte, sauf quand on a fait Les Précieuses Ridicules. Valérie Lévy, on parlera tout à l'heure de vos casquettes d'autrice et productrice, mais dans le dossier de presse de Art, il est indiqué que vous avez aussi co-signé les costumes avec Édouard Log. Vous savez tout faire, donc. À peu près. Vous êtes surexploité, peut-être. Je ne sais pas raccommoder les costumes. Ah. Je sais les choisir, mais pas raccommoder. Quelle importance ça avait, quelle directive, quelle discussion vous avez avec le metteur en scène François Morel sur le travail des costumes? On a beaucoup travaillé avec Édouard Log, parce qu'Édouard a été assez tôt à l'origine de l'affiche qu'on aime beaucoup, et donc Édouard était beaucoup impliqué dans le graphisme, et puis il a fait le décor, donc ça allait de soi qu'il allait faire les costumes, et puis comme on est très amis, on se dit on va y réfléchir tous les deux, et ça n'a pas été si compliqué, et c'était les costumes de chacun sont assez proches des costumes qu'ils ont en vrai, quoi. Donc c'était pas si compliqué, mais on s'est bien amusé. Ils sont pas du tout habillés comme sur l'affiche là aujourd'hui. En Marcel, en short, ils ont des bobs sur la tête. Profitons d'être à la radio. François Morel, vous avez c'est intervenu sur amusant les parce costumes. que Édouard Log était à la création il y a 30 ans. Avec Patrice Kerbrat. Avec Patrice Kerbrat. Et donc, comme on avait fait plusieurs spectacles avec Édouard, notamment Instant Critique, je me suis dit, c'est mieux de demander à Édouard de penser à un autre décor que celui qu'il avait fait il y a 30 ans. Parce que je me suis dit, si je demande à un autre décorateur pour le plaisir de changer, peut-être qu'il allait retomber dans ce qui avait été fait il y a 30 ans, c'est le plus naturel quand on lit ce texte-là. Et donc là, ce qui nous a permis, il s'est obligé, lui, à faire un autre décor et à faire une autre proposition, notamment sur les différents tableaux, puisque chaque acteur et chaque personnage est associé à un tableau particulier, puisqu'on est chez les trois personnages. Qu'est-ce que nous montre Olivier Broche, alors? Ça ressemble au décor. Oui, le décor de ce studio ressemble pour partie au décor de la production de Art, dont l'univers sonore est signé Antoine Salaire, ici présent. Alors là encore, quelle piste de travail François Morel vous a-t-il proposé, ou est-ce qu'il vous a dit « je monte Art, propose-moi quelque chose ». Comment ça se passe le travail entre vous? Alors, comme on se connaît maintenant depuis assez longtemps, et qu'on a travaillé principalement sur des chansons, mais aussi sur des spectacles où la musique avait une valeur théâtrale, on va dire,
Effectivement, dès le début, il m'a dit, est-ce que tu as des idées? J'ai eu une première fausse piste, mais on a reconnu tous les deux assez vite que c'était pas ça la bonne direction. Parce que moi. À quoi ça se reconnaît une fausse piste? Comment dire, c'est très prosaïque. On a fait un peu des essais en lecture et on s'est dit, c'est-à-dire ma première remarque à la toute première lecture, ça a été, comme quoi j'ai vraiment pas du tout assez l'esprit commercial. J'ai dit, il faudrait pas de musique, évidemment. Mais parce que vous parliez tout à l'heure de la mécanique d'écriture de Yasmina Reza et sa précision. Et quand on entendait l'extrait sonore avec les trois comédiens et leurs trois voix, moi, ce qui me saute aux oreilles quand j'écoute ça, c'est la musique qu'il y a déjà, à la fois dans le texte et dans leur phrasé à chacun. Et donc, il y a une telle précision que c'est assez compliqué qu'une musique vienne s'immiscer là-dedans. Ou en tout cas, c'est piège, quoi. Donc, ma première piste, c'était justement pour déjouer ça, parce que je voulais pas non plus faire une caricature de ce qui serait l'art contemporain transposé à la musique et faire du sous-cage. Enfin, voilà. Mais donc on a cherché avec François d'isoler certains mots, certaines répliques et de les mettre en boucle comme une espèce de matériau sonore. Mais on s'est rendu compte très vite que la pièce étant aussi assez bavarde, mais pas dans un sens de rajouter des mots aux mots, ça marchait pas. Donc, voilà. Mais ça c'est en essayant tout simplement. Et donc finalement je suis revenu à quelque chose de plus simple autour du piano. Et de travailler sur des virgules qui étaient des vrais contrepoints musicaux à une certaine rythmique naturelle des voix. Quoi. Voilà. Une autre rythmique dans la rythmique des mots. Une autre rythmique, plutôt quelque chose. Et ce qui m'a aidé aussi, c'était plutôt que la musique ne commente pas ce qui vient d'être dit, mais anticipe plus sur la scène d'après, ou sur des choses dont nous on connaît l'issue. Voilà. Mais au final, ce sont effectivement des ponctuations et peut-être un décor général qui travaille à la fois sur cette idée d'amitié et d'angoisse qui monte, puisqu'effectivement, c'est aussi ça qui se passe, hein, c'est qu'on voit la chose se désagréger progressivement entre eux. Alors, il y a une autre pièce qu'on évoque souvent quand on parle d'art, c'est Pour un oui, pour un non, Nathalie Sarraute, qui se concentre, elle, sur une querelle entre deux amis. Est-ce que vous seriez tenté de la monter, François Morel? Je sais pas. On en a parlé plusieurs fois, évidemment. C'est très tentant. Le c'est bien ça. Un ami, Michel Chimbaud, qui voulait qu'on monte ça, je me souviens, il y a une dizaine d'années. Mais peut-être qu'il faudrait relire, peut-être. Mais alors, il y a plus que deux personnages là. C'est ça. Est-ce que vous pourriez n'être que metteur en scène pour les deux Olivier, peut-être? Ah, peut-être. Ouais, faut voir. C'est une belle pièce, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Mais Olivier Broche est partant, j'ai l'impression. Ah oui. Ah oui, moi, je suis toujours partant. Ah bah oui, non, mais c'est formidable, ça serait intéressant de travailler ça, quoi. Mais la seule personne que j'ai jamais vue, c'est sûrement la même que la plupart des gens ont vue, c'est sur la 7, je crois, entre... Jean-Louis Trintignant et André Dussolier. Trintignant et Dussolier, hein, c'est ça. Vous l'avez vue celle-ci aussi? Aussi. C'est comme ça que je l'avais découverte, d'ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Une sorte de incroyable. C'est bien ça, en effet. On évoquait avec Antoine Salaire les nombreuses collaborations, mais comme on va s'acheminer doucement vers le live musique, j'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux. Bon, en fait, c'est une question. Moi, je connais la réponse, mais j'attends vos versions. On est en 2005. Ouais. Ça se passe où? Alors, c'est Antoine Salaire, tiens, qui commence à raconter. En 2005, moi, j'ai sorti un album qui s'appelait Nos Futurs. Et pourtant, vous êtes là. Voilà, Nos Futurs en français. NOS. Et en fait, ça se passe en 2005, on se rend compte vraiment, mais il y a une première tentative plusieurs années auparavant, où quand François jouait Les Habits du Dimanche, j'étais allé l'attendre à la sortie du théâtre à Paris, et je lui avais donné un disque avec 3 chansons et une petite lettre, où François n'avait pas encore chanté son premier spectacle qu'il a fait avec Reinhard Wagner, et je lui disais, Monsieur Morel, un jour vous devriez faire chanteur. Et si vous faites chanteur, vous devriez chanter mes chansons. J'étais pas très prétentieux à l'époque. Et François m'avait répondu, elles sont très chouettes vos chansons, Antoine, mais moi je suis comédien et j'aimerais bien, mais je me sens pas chanteur. Puis en fait, ça a fait son chemin, je crois, dans sa tête, et on s'est retrouvés en 2005, autour de Juliette, qui avait remarqué mon disque, qui m'avait invité ici même faire une émission d'Ariel Buteau, où je venais chanter une chanson de ce disque, de Nos Futurs, et François avait fait entre-temps le début de son parcours de chanteur,
et chanter un duo avec Juliette. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à lui reparler du premier courrier qui datait. Et voilà. Et puis après, on s'est revus. J'ai fait la première partie de Juliette à l'Olympia quelques mois après. François a été invité pour ce fameux duo, Mes mères dans les orties. Puis voilà, puis on est devenus copains et on a commencé à travailler assez vite après. Ouais, ça fait donc quand même 20 ans que ça dure. François Morel, durer, c'est dur. Même si on a déjà bien compris que vous êtes fidèles en amitié. Qu'est-ce qui fait que le désir de travailler ensemble ne s'émousse pas ? Parce qu'Antoine a un talent incroyable. Donc c'est un musicien que j'adore. Je lui donne des fois des textes mal foutus et il en fait des jolies chansons. Donc j'adore ça. C'est bien pratique. C'est toujours une surprise. Et puis c'est quelqu'un qui a pas un ego surdimensionné, ce qui veut dire que des fois je lui donne un texte, je lui dis c'est pas du tout ce que j'entendais et il me dit ouais, je vais te proposer autre chose. Et j'aime beaucoup Voilà, c'est facile de travailler avec Antoine et c'est facile de travailler avec quelqu'un qui a autant de talent. C'est facile de travailler avec François Morel ? Je reprendrai les mêmes mots. Ok, bon, alors on fera une boucle pour le podcast. Ça, voilà. Là, gardons ce temps de direct entre nous. Mais c'est vrai, notamment sur la fluidité du travail, pardon, je vous écoute. Non, je vous en prie. Parce que ça marche exactement dans l'autre sens. Moi, au tout début, j'osais pas changer des mots ou des choses que j'avais envie de boucler, ou dire tiens, ça peut-être c'est en trop, et puis maintenant, ça se fait très facilement. Et donc, cette fluidité, elle marche dans les deux sens et c'est vraiment un grand plaisir de travailler. Et puis, on a travaillé beaucoup ensemble et on s'amuse beaucoup. Voilà. Donc, on se fait rire. Donc, c'est bien. C'est la base. Ouais. Avant de continuer à évoquer ce parcours musical en commun, on va en goûter quelques fruits en direct dans cette émission. Mais vous êtes venu avec des cadeaux, m'a-t-on dit, 2 inédits. Mais ces inédits sont destinés à un disque, à un spectacle. On les a un petit peu chantés comme ils sont inédits. Ouais. On les a chantés dans une petite tournée qu'on a fait il y a quelques 27 mois. Personnes dans la salle. Ça a monté encore. Non, là, il y avait 200 personnes. 200 personnes. Oh non, mais là, on a passé. Ça s'appelle un plafond de verre. C'est effrayant. 200. Mais effectivement, elles sont très très neuves. Elles ont surtout jamais été jouées sur une radio ou ni enregistrées. C'est des chansons qui ont quelques mois. Toulouse Matabio et Le Voisin en fermant Alors, sa grille. Titre provisoire. Le Voisin. En fermant sa grille, c'est ça ? Ouais. Peut-être qu'on va trouver mieux. Hein. Mais ce sera de quoi ? Dans un spectacle, dans un disque à venir, dans un... J'espère, oui. Bien, ouais. Il y a un projet qui est assez lointain, dont c'est peut-être prématuré d'en parler, mais d'accord. Voilà, on a largement un album de près, on a une vingtaine de chansons. Même. Peut-être pas loin de 2 albums. Le fameux double album de Morel Salaire. Celui que nous attendons tous et toutes. On vous laisse vous installer, le temps que vous vous installiez quand même, Olivier Broche, Valérie Lévy. Quel auditeur, auditrice êtes-vous des musiques de vos camarades, Valérie Lévy? Il vous a surpris, François Morel, quand il s'est mis à chanter? Ah bah oui, beaucoup. Donc ça fait exactement 20 ans, en fait. Ouais. C'était en 2005 qu'il a commencé à chanter au Rond-Point, mis en scène par Jean-Michel Ribes. Et oui, c'était très surprenant. Mais on va le voir, vous connaissiez depuis bien longtemps. Mais oui, avant, on se connaît depuis 30 ans, mais en même temps, surprenant et pas tant que ça, parce qu'en fait, chaque chanson de François, c'est une petite histoire. Donc François, comme il est très fort dans les formats courts aussi, c'était pas si étonnant que ça. Mais après, évidemment, la voix, quand François, il a quand même fait l'Olympia, après, la voix de François avait changé, il avait pris des cours et tout ça, et maintenant ça... Il y avait 250 Alors là, personnes on à est l'Olympia, passé de 200 à 2000 personnes. Oui, 2000 là. Et c'était La prochaine étape, c'est 20 000, c'est bien ce que je disais. Voilà. Olivier Broche, il vous a surpris en devenant chanteur, votre camarade? Pas du tout, non. Vous n'écoutez jamais ces disques. Bougez-vous les oreilles. Il en parlait depuis tellement longtemps et il connaissait déjà tellement de chansons que quand il s'est mis à chanter, c'était le prolongement naturel de sa mémoire immense et de son goût immodéré pour la chanson. Eh bien, on va découvrir ça, et c'est des inédits tout de suite. France Culture. Comme un samedi. Arnaud Laporte. Cet air brillant que tu jouais dans la gare de Toulouse Matabio
résonnait jusqu'au guichet, splendide valse en rondeau. Comme à Pleyel, toi tu jouais dans la gare de Toulouse-Matabio, à 2 pas du point relais, tu jouais comme à Gaveau. Le train Intercité 2743 à destination de Bordeaux-Saint-Jean, et là s'était mobilisé sur la voie, colis suspect inquiétant. Nous reviendrons très prochainement vers vous en nous excusant du désagrément, et nous mettons tout en œuvre pour écourter ce contretemps. Et je revois les sacs à dos, les bagages, les valises à roulettes, qui tout d'un coup, sans un mot, devant le piano s'arrête. Le visage d'un marmot, comme hypnotisé par cette danse, maman fait une photo, loupant la correspondance. Le TGV inouï à destination de Clermont-Ferrand partira voir avec un retard de 3 jours environ, rupture de caténaire. Le train en provenance de Montauban a jugé prudent de prendre la mer. Il devrait arriver très certainement jusqu'à Vancouver. Cet air savant que tu jouais dans la gare de Toulouse-Matabio, tout d'un coup s'est arrêté. C'était l'heure de ton Ouigo. Comme à Pleyel, je suis parti de la gare de Toulouse-Matabio, léger sous un ciel sans pluie, comme en sortant de Gaveau. Le voisin, en fermant sa grille, m'a dit « Je voulais te parler ». Bien sûr, j'ai dit « Tu veux entrer ?» Buvons un verre sous la charmille. C'est gentil, il a répondu « Mais ce soir, je n'ai pas le temps. Surtout, je ne serai pas marrant. » Avec Chloé, ça ne va plus. Notre amour est cassé. On va se séparer. Je suis resté désemparé, comme interdit un peu pantois. J'ai dit je ne sais pas pourquoi. Tu verras, ça va s'arranger. Le stress, le boulot, c'est normal. Et les enfants, qu'est-ce que tu veux? S'engueuler quand on vit à 2. C'est le contraire qui serait pas normal. Votre amour est cassé, il faut le réparer. Il a dit non, non, c'est fini, on parle, on ne se comprend plus. Nos longueurs d'onde sont rompues. Je me réinstalle à Paris. On a prévenu les enfants hier au petit déjeuner. La grande aussitôt a pleuré. Le petit semblait indifférent. Notre amour est cassé, on va se séparer. Et je semblais si accablé, si abattu, si interdit, que c'est mon voisin qui m'a dit « Ne t'en fais pas, ça va aller, tu sais, quand un truc est cassé, il faut s'en séparer. » Le voisin, en fermant sa grille, m'a dit « Je voulais te parler ». De loin j'ai aperçu Chloé, puis suis allé sous la charmille. Je pensais aux amours qui durent et au courage des enfants. Je me suis dit sinistrement que les temps au doux étaient durs, juste un peu cabossés, pas tout à fait cassés, juste un peu ébréchés. Aurait-on pu sauver un amour
abîmé. Le voisin, en fermant sa grille, m'a dit « Il faut que je te parle. » Merci pour ces inédits. Alors j'interromps un moment ce moment musical, là, parce que je l'ai dit, il y a Antoine Salaire tout seul. Et le dernier disque en date, c'est Le Hasard. Oui. Très dépouillé, très intime. Vous allez rejoindre un titre dans un instant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un nouvel album à un moment donné? Est-ce que c'est un autoportrait à l'instant T? Alors, je crois que ça dépend. Pour celui-là, c'était effectivement ça. C'était la collection de certaines chansons qui traînaient un peu comme ça. J'étais pas sûr d'en faire quelque chose. Et c'est aussi une collaboration plus distendue que François, mais avec un réalisateur musicien qui s'appelle David Chalmin, avec qui on a enregistré plusieurs albums de François, qui m'a dit, viens dans le studio, on prend 4 jours et on enregistre l'album à 4 mains. C'est-à-dire que vraiment la prise de son et ses oreilles de réalisateur m'ont aussi canalisé dans le travail de ce disque-là, qui est effectivement très épuré, mais aussi avec des couches de piano qui se superposent, et ça, il est orfèvre en cette matière-là. Donc, c'est aussi quelque chose, on parlait d'amitié, c'est finalement, ça a aussi présidé à ce disque-là, je crois. Ouais, mais il y a un fil quand même, qui est maintenant ancien, des chansons écrites, composées, chantées par Antoine Salaire. C'est un autre fil dans votre vie artistique? Ouais, c'est un autre fil dans ma vie qui se fait au gré du temps que j'ai à y consacrer, et aussi effectivement de l'envie. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, dans le contexte actuel, que faire un disque, des fois on se pose la question de l'intérêt de le faire. On sait que c'est beaucoup d'investissement, de temps financier, etc. Donc là, j'étais pas sûr, moi, de faire un disque, mais en revanche, j'arrête jamais d'écrire des chansons. Et j'arrêterai jamais, ça c'est sûr. Alors, on va découvrir dans un instant un morceau de cet album qui s'appelle Lonely Planet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce morceau est né, par quoi ça commence? Est-ce que chez vous, c'est d'abord les paroles, d'abord la musique? Est-ce que ça dépend des fois? Ça dépend des fois. En fait, non, plus maintenant. Maintenant, je fais toujours les deux en même temps. J'essaye de pas... Enfin, en tout cas, il y a une amorce qui est parfois un mot, parfois une idée, parfois un début de mélodie. Mais je fais attention à pas fixer trop l'un par rapport à l'autre pour que ça dialogue le plus possible et que la forme ne soit pas trop linéaire. Donc je travaille beaucoup en marchant, en sifflotant, en me faisant les bribes de brouillon que j'ai comme ça dans la tête, et je construis la chanson comme ça. Et celle-ci, elle est née aussi de discussions par rapport à la grande question de l'écologie et tout ça. J'avais entendu Jean Covici parler de cette histoire de prendre 4 fois l'avion dans une vie. Et donc on a parlé de nos souvenirs de vacances et du fait que peut-être on partirait plus en voyage. Et j'avais envie de faire une chanson qui soit pas triste, mais qui soit clairement une espèce de bilan. Et ça s'appelle Lonely Planet à cause de ça. Parce que voilà, c'est aussi un guide touristique qui appartient à une certaine époque, une certaine génération. Eh bien, on l'écoute dès à présent. Lonely Planet d'Antoine Salaire, par Antoine Salaire. Vu des paysages, des capitales en couleur. On a des milliers d'images empilées à l'intérieur. On a des plages et du bleu, des petits sentiers, des criques, des bistrots miraculeux et des jardins botaniques. On a croisé par hasard la beauté et l'élégance sur les marches d'une gare, de vieux amoureux qui dansent sous mes paupières qui tremblent. Il y a ces moments ensemble, la peau brûlante au réveil et la lumière du soleil. Et la lumière du soleil. On a vu des gares routières, des menus déconcertants, des mausolées millénaires et des musées un peu chiants.
On a cherché des horaires, on a raté des bateaux, élucidé le mystère du kimchi et du miso. On garde là, pour de bon, une tonne de clichés. Un iceberg à l'horizon, un fou rire sur un marché. Sous mes paupières qui tremblent, il y a ces moments ensemble, une pension de fortune et la pâleur de la lune, et la pâleur de la lune. Sous les étoiles filantes, il y a ce banc à Agrigente, et nous deux en tête à tête, devant un Lonely Planet, devant un Lonely Planet. Ce morceau, Lonely Planet, est extrait du Hasard, le dernier album en date d'Antoine Salaire, sorti sur le label Le Furieux. France Culture. Comme un samedi. Arnaud Laporte. Merci pour ces cadeaux, messieurs. Il y en a d'autres à venir tout à l'heure avec le live parole. Je ne l'ai pas évoqué, mais sans doute peut-être entendu dans votre toucher. Antoine Salaire, vous venez du jazz, vous avez aussi un goût pour l'oulipo. On en reparlera tout à l'heure pour la chanson poétique. Donc vous avez écrit pour Juliette, mais aussi pour Juliette Gréco, pour Morane, des livres CD pour la jeunesse, chez Actes Sud Junior. Il faut faire appel à des sensations, des sentiments, des vibrations différentes selon qu'on travaille pour telle ou telle personne, pour tel ou tel public. Il faut faire appel à quoi quand on travaille avec François Morel ? Je saurais pas vraiment répondre à ça parce que pour moi, ces choses-là, je crois les bonnes chansons, ou en tout cas dans le domaine de la chanson, c'est peut-être un peu immodeste de dire ça, mais c'est quand on commence à réfléchir, c'est pas bon signe. Enfin, ça veut pas dire qu'on fait ça sans réflexion, mais c'est quand même un art qui doit être rapide, qui doit être. Donc en fait, c'est comme très intuitif. En revanche, c'est aussi un truc très discursif avec soi-même. On sent qu'on n'est pas sur la bonne piste, ou alors quand on est avec un ami de confiance ou quelqu'un dont on estime beaucoup le travail, quand il dit là, j'entendais pas ça, il faut l'accepter et arriver à repartir de zéro. Une chanson, ça s'écrit beaucoup avec une gomme. Enfin, en tout cas, si on l'écrit pas sur son téléphone. Ça s'écrit beaucoup dans les creux, quoi. Donc, c'est pas... J'ai du mal à l'aborder avec beaucoup de théorie. On sent le truc, ça vient, et puis après, on se laisse porter. Et je crois pas avoir travaillé différemment quand c'était des gens plus éloignés de moi, si ce n'est que j'étais moins sûr de mon coup, parce que je connais moins mon interlocutrice ou interlocuteur. François Morel, Valérie Lévy a évoqué votre talent d'écriture qu'on a encore entendu dans ces deux inédits. Merci encore une fois de nous les avoir proposés, mais vous n'avez pas vraiment parlé de la façon dont vous écrivez justement ces chansons. Une chanson, ça arrive comment ? Tout d'un coup, c'est une phrase, c'est une situation, c'est une image ? C'est René de Obaldia qui disait « j'écris par crise ». Et en fait, je crois que ça me va bien aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu une idée de chanson. Souvent aussi parce qu'on en a besoin. On prépare un nouveau spectacle avec Antoine et tout d'un coup, je me dis ça serait bien d'écrire des trucs nouveaux. La chanson le monsieur à la grille, là, le voisin à la grille, c'est un truc qui m'est arrivé presque exactement comme ça. J'ai changé les prénoms, j'ai changé un peu tout ça, mais
en tout cas, l'émotion, elle vient de ce moment-là où je suis déçu que le petit couple en face de chez nous se sépare parce qu'on les aime bien. Et tout d'un coup, c'est devenu une chanson. Et donc, je l'ai écrite très vite après le moment que j'ai vécu à ce moment-là. Le truc sur les pianos, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un truc d'humoriste où on crachait forcément sur les pianos dans les gares. Enfin, le dire que c'est pas bien. Alors que moi, je trouve que souvent, il y a des gens talentueux qui se mettent au piano et j'avais envie de défendre ça. Il y a des mômes qui découvrent le piano dans des grandes gares comme ça et je vois pas pourquoi on s'en moquerait systématiquement. Et donc, c'était, à chaque fois, il y a toujours un élément déclencheur et puis après, je fais ça un peu comme les mots croisés. C'est-à-dire, si j'ai trouvé la forme, je m'amuse beaucoup à trouver les mots qui pourraient aller pour raconter cette histoire-là. Vous avez joué à Genève récemment. Vous avez remarqué qu'à Genève, il y a des pianos dans toute la ville. Ouais. Ils sont un peu partout dans l'espace public. Je trouve ça plutôt sympathique, moi. C'est bien, bonne idée. On va s'en inspirer. Je me demandais si, alors Valérie Lévy, on va voir l'importance de la productrice de théâtre. On va parler métier dans un instant, mais est-ce qu'ils vous font écouter leur maquette, leurs chansons? Est-ce que on vous demande aussi votre avis dans ce domaine-là? Bah oui, parce qu'en fait, avec François, je suis son associé, donc c'est pas juste la productrice. Donc il y a une confiance absolument réciproque. Et oui, et François, il adore me faire écouter des chansons parce qu'il sait que j'ai pas forcément l'oreille musicale. Et donc, donc si ça me plaît, c'est que c'est vraiment génial. Et moi, j'adore ça, quoi. J'adore ça. Donc j'ai mes préférés qu'il connaît. Donc d'habitude, quand il chante une de mes préférées, il me fait un petit clin d'œil et je le repère. Donc je suis très flatté. Voilà, ouais, j'adore. Olivier Broche, un duo est prévu à nouveau, ou est-ce que vous chanteriez avec François bientôt? Regardez leur tête là. Imaginant que je chante, ce serait catastrophique. Non, je chante très mal, très faux, et c'est pas la peine d'assister. Antoine Solaire. Non, je dirais que tu as ton esthétique à toi. Ça ne m'a pas empêché de chanter dans Moi et François Mitterrand. Non, mais voilà ce que j'allais dire. Mais comme précisément, tu as le chanté deux personnage chansons. chantait faux. On va reparler d'Hervé Le Tellier tout à l'heure. Dans Moi et François Mitterrand, je chantais 2 chansons qui avaient été écrites par Hervé Le Tellier et qui est mise en musique par Antoine. Donc on a un petit peu coaché Olivier. Et Lucrèce. Mais je pense que, évidemment, Lucrèce voulait presque retirer son nom après. Parce que le coaching de Lucrèce était très bien et les résultats de l'élève étaient catastrophiques. Mais ça, moi, je sentais bien que ça marchait très bien avec le public comme ça. Donc, Et François Morel, vous prenez des cours de chant? Oui, mais j'en ai pris et j'en prends plus là. Qu'est-ce qui était le plus important quand vous avez commencé à en prendre? Qu'est-ce que vous avez appris de plus important qui vous sert toujours? À baisser mon diaphragme, à essayer d'y penser à ça. Mais c'est vrai, hein. Ah bah oui. C'est-à-dire, je le fais assez naturellement maintenant quand je me mets derrière un micro. Et ça change beaucoup les choses, oui. Non, c'est de la technique, c'est du travail, c'est de la répétition, enfin... Et puis, oui, de la confiance aussi. Ouais, la confiance, elle est là. Ah, pas toujours. Ouais. Non. Quand est-ce qu'elle vous manque, la confiance? Avant la première de Art en novembre dernier ou... Non, Olivier Broche dit non. Il répond pour vous, de la tête. Non, mais déjà, la pièce, elle est tellement merveilleuse. J'ai 2 partenaires. Il manquerait plus que vous la ratiez. Bah oui. Enfin, non, mais ça va. Non, mais là, j'étais pas très inquiet, mais je doute souvent quand j'écris une chanson. Si je donne le texte à Antoine, je lui dis pas, je crois que je viens d'écrire un texte merveilleux, on va faire une chanson formidable. Je lui dis, j'écris ça, mais je suis pas sûr que ce soit bon, voilà. Donc, je suis plutôt que quelqu'un qui doute, non? Oui. Je crois, enfin, je suis pas du tout sûr. Oui, je pense que tu es quelqu'un. Des fois, j'ai eu l'impression de faire un truc bien aussi, ça peut m'arriver, mais pas si souvent. Ça peut m'arriver. D'ailleurs, ça, François, excuse-moi de t'interrompre. C'est ta formule de, là, j'ai cru ce truc-là, je suis pas sûr, mais si tu peux regarder, jeter un œil. Tu commences toujours comme ça. Et mais c'est aussi, l'autre fois, on a fait un spectacle à Orsay, par exemple, avec Juliette et Lucrèce Sasselage et Judith Chemla. Et j'avais écrit un texte. Franchement, j'en étais pas du tout sûr du truc. Je crois que j'ai écrit ça assez rapidement. J'ai dit peut-être ça va dans le thème du spectacle. Je le donne à Antoine. Je trouve que la musique, franchement, elle donne quelque chose qui rend meilleur le texte. Et puis tout d'un coup, c'est chanté par Judith Chemla, et là, je trouve que c'est devenu un moment extrêmement gracieux. C'est pas contre vous, mais elle chanterait le bottin, ce serait gracieux. Un peu, oui. Non, mais c'est vrai, c'est un peu vrai. Mais au-delà de la qualité de votre texte. Et des fois, c'est aussi ça le plaisir de la chanson. C'est des trucs un peu brinque-ballants qui tout d'un coup font des moments de grâce absolue.
Et j'aime bien ça, c'est un peu le mystère. Le mystère. Bon, un mystère qui va continuer avec un live parole. Je vais vous laisser rejoindre tous trois, parce que là, Olivier Broche va payer de sa personne aussi, pour le live parole, puisque François Morel et Olivier Broche vont lire quelques-uns des contes liquides. Je mets 3 petits points, parce qu'on va avoir une petite présentation. Ils vont être accompagnés au piano par Antoine Salaire. France Culture. Comme un samedi. Arnaud Laporte. Alors, on va lire des contes liquides qui ont été écrits par un poète portugais plutôt inconnu, Jaime Montestrella, qui serait né en 1925 et mort en 1975. Il s'agit d'un recueil de 1000 contes baroques de quelques lignes à peine. C'est l'écrivain Hervé Le Tellier qui a retrouvé cette œuvre et l'a aussitôt traduite, bien qu'il ne parle pas un mot de portugais. Elle est désormais disponible aux éditions L'Arbalète Gallimard, illustrée par Kilofer. Un mot sur Montestrella. Selon Le Tellier, il serait né à Lisbonne, aurait fui le fascisme au Brésil, à Rio, puis la dictature militaire en France, à Paris. Il y aurait fréquenté les avant-gardes et mouvements littéraires des années 60 et 70, avant de mourir d'une rupture d'anévrisme en sortant d'un déjeuner avec Raymond Queneau et Roland Topor, entre autres. Ça sonne trop beau pour être vrai. Conte numéro 139. À en croire la spécialiste de Shakespeare, Rebecca Nott, il existerait une version de Roméo et Juliette où les familles Capulet et Montaigu sont amies, mais où leurs enfants ne s'apprécient pas particulièrement. L'histoire, bien que moins intéressante, finit mieux. Un autre conte, alors moi je ne dis pas les numéros de compte, François, j'enchaîne. D'accord. Sur l'archipel de Gayote, Philippines, les insulaires savent compter jusqu'à 457, mais pas au-delà. Pour la suite, ils disent beaucoup. La chose peut étonner, d'autant que 456, c'est déjà pas mal. Conte numéro 174. Le Vatican a mené le 23 juillet 1934 un test de communion en double aveugle avec des hosties placebo. Les résultats de cette expérience sont encore tenus secrets. Les chercheurs du Helsinki Science Institute ont prouvé le 1er janvier 1955 que si vous parvenez à conserver un flocon de neige dans la main sans qu'il fonde, c'est que vous êtes mort. Conte numéro 213. La direction des musées nationaux a le regret d'annoncer que le célèbre tableau de Courbet, L'origine du monde, qui représente un sexe de femme, est en fait le premier versant d'un diptyque dont le second, La fin du monde, a été égaré au début du siècle dernier. On se perd en conjectures sur ce qu'il représentait. Sur les berges du fleuve Atitopopo au Brésil vit la tribu des Tuutuopes. Les Tuutuopes sont végétariens. Mais ils font une exception à leur régime pour la viande des piranhas pêchés dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des anciens, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent leur dernier bain. Conte numéro 245. L'illusionniste Benoît Loisénon a prouvé que si l'on coupe une femme en deux, puis cette moitié en deux, ce quart encore en deux, et que l'on recommence le tour de magie trop longtemps, le numéro finit par lasser le public. Le sage Warat Sapara écrit
dans ses réflexions du moment d'avant le sommeil, que la liberté de penser sera encouragée le jour où l'on se sera bien assuré que tout le monde a bien cessé de penser. Conte numéro 261. Anthony Wilson, apprenti comptable, fut renvoyé le 12 janvier 1967 de la Texas Investment Bank le jour où son chef s'aperçut qu'il vérifiait les liasses de 100 billets en comptant 78, 79, 80 et en s'arrêtant. Alors, s'appuyant sur l'argument selon lequel, si c'était bon jusque-là, ça devait l'être jusqu'au bout. La ville de Levalcani, Inde orientale, avait la réputation de n'être peuplée que d'idiots. Aussi, las des colibés, ces abrutis d'habitants élaborèrent-ils un test d'intelligence et décidèrent-ils d'expulser hors de leurs murs les imbéciles qui y échouaient. C'est pourquoi Levalcani n'est désormais peuplé que par les crétins qui l'ont réussi. Conte numéro 406. Les marchands de souvenirs du petit village côtier de Kerbian, Morbihan, ne vendent ni boîtes en coquillage, ni voiliers en bouteille, mais de véritables souvenirs. La douleur d'une écorchure au talon gauche, durant une pêche au moule dans les rochers. Le goût du baiser d'un inconnu un soir, sur la jetée du port de Plaisance. La tristesse de la mort d'un oisillon blessé et recueilli sur la plage du Bigoudin. Le département de probabilité de l'université de Acalara, Mexique, a prouvé que si, en vous promenant aléatoirement, vous abordez plusieurs fois une personne, toujours par hasard, et que chaque fois elle se trouve être l'un de vos très proches, voire votre femme ou même votre enfant, c'est que vous vous promenez chez vous. Conte numéro 132. La vie conjugale de l'ornithologue James Garwin connut en mars 1979 un tournant radical, après qu'il eut annoncé triomphant lors du congrès de zoologie de Graz, Autriche, contrairement à ce que l'on a toujours écrit, le bruant à calotte fauve n'est pas plus monogame que vous et moi. France Culture, comme un samedi. Touché à l'œuvre. Alors, j'ai failli vous laisser aller jusqu'à 20h, parce qu'on on ne s'en lasse pas de cette nouvelle édition donc, des Contes liquides de Jaime Montestrella, paru aux éditions L'Arbalète Gallimard, illustration de Kilofer. Vous avez déjà eu l'occasion, l'un comme l'autre, de les lire. Olivier, oui, pas moi. Vous l'aviez jamais fait, vous, François Morel? Jamais. Ah oui. Donc, que d'inédit. Que d'inédit. On va arriver aux 20 000. Quand je vous dirai l'audience de l'émission, là, vous allez avoir des vertiges. Bon, tant mieux. C'est du pur régal, et en même temps, on voit qu'il y a des tas de nuances d'un conte à l'autre. Moi, j'aime beaucoup Hervé Letellier parce que... Qui n'y est pour rien, bien entendu, c'est le traducteur. Sûr, oui, mais c'est quand même lui qui a fait la traduction. Oui, c'est le traducteur. Et sans connaître Hervé le portugais. Letellier, je crois qu'on ne connaîtrait jamais... Jaime Montestrella. Ouais. Ouais, je trouve qu'il y a une fantaisie, une légèreté, puis on sent que c'est un écrivain qui s'amuse en écrivant, et ça, c'est quand même assez formidable. Ce que je trouve toujours épatant chez lui, c'est que d'un bouquin à l'autre, ça ne se ressemble jamais. Enfin, je trouve que
le livre qu'il avait écrit juste avant le Goncourt, peut-être pas juste avant, mais enfin peu de temps avant, c'était Toutes les familles heureuses que j'avais lu, qui était un livre absolument bouleversant sur sa mère. Et après, il nous fait l'Anomalie, qui n'a absolument rien à voir et qui est d'une invention extraordinaire. Et à chaque fois, c'est un cadeau parce que c'est toujours très différent de ce qu'il a fait la fois d'avant. Et je trouve que ça me touche beaucoup. Et je trouve que vraiment, c'est le plaisir qu'on sent chez lui, le plaisir de nous faire partager des émotions, du rire. Il y a beaucoup de rire. Enfin, je trouve que voilà, c'est la famille des écrivains que j'ai découvert à 15-16 ans, c'est-à-dire Raymond Queneau et Boris Vian. Et c'est dans cette lignée-là, et j'adore ça. Je parlais de votre goût pour l'Oulipo tout à l'heure, Antoine Salaire, l'ouvrage de littérature potentielle, dont Hervé Letellier est secrétaire définitivement perpétuel. Le président aujourd'hui. Non, il est président, c'est vrai, vous avez raison, donc à vie. Ouais. Et au-delà. Ça fait partie des statuts de l'Oulipo. Oulipo et jazz, ça va bien ensemble. Ah oui, ça va très bien ensemble. Il y a déjà un truc aussi avec la science, les mathématiques. Bien sûr. Il y a quelque chose en même temps de très jeté, qui joue avec l'improvisation et avec une réflexion sur les structures, sur les espèces de systèmes qui vont créer à l'intérieur, créer un système pour après trouver des idées. Et je trouve qu'on entend aussi ça dans le texte, que c'est il est mathématicien. Comme l'était Raymond Queneau, voilà. Comme l'était tant de d'Oulipsia. Pas seulement parce qu'il joue beaucoup avec les nombres et tout ça, mais effectivement, il y a beaucoup de correspondance avec le jazz, ou avec un certain esprit d'improvisation et d'esprit de système. Ouais, et puis la concision, alors c'est parfois 2 lignes, c'est parfois un tout petit peu plus, Olivier Broche, mais c'est toujours quelque chose comme ça qui est coupant, acéré. À dire, c'est quel type de plaisir? Ah oui, c'est vraiment savoureux parce que on sait, même si on connaît vraiment justement, on est toujours surpris par ce qu'on dit aussi. Donc voilà, donc c'est très très agréable de ménager la petite chute. Et alors après, c'est toute une tradition à d'écrire comme ça en 3 lignes, dont lui-même se revendique. Moi, la première fois que j'avais trouvé ça, c'était Félix Pénéon, c'est ça, hein, en 3 lignes, petite nouvelle en 3 lignes, c'est comme c'était comment là, je me souviens plus du titre exact, mais j'avais découvert ça comme ça, et c'est vraiment. Alors après, il a fait beaucoup de petites choses courtes comme ça. Vous vous souvenez, les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable aussi. Enfin là, c'est une question et la personne, c'est la personne qui répond. C'est le principe. À quoi tu penses? Ouais. Alors, à quoi je pense? Je pense qu'il est temps d'en savoir un peu plus sur vous, Valérie Lévy, parce que bon, depuis tout à l'heure, je vous pose des questions qui ont trait à vos camarades, mais alors, ça a mal commencé. Hippocagne, Sciences Po, la publicité, vraiment, ça avait failli mal tourner. Qu'est-ce qui vous a fait tout lâcher, de certaine façon, pour rejoindre le monde du spectacle vivant? C'est pas ce qui m'a fait tout lâcher, c'est pourquoi je suis allée m'enfermer 3 ans dans des agences de pub. Ça, j'ai toujours pas compris. Parce qu'en fait, depuis, c'est toujours pareil. C'est la rencontre avec un professeur de français qui m'a fait découvrir le théâtre, et c'était la grande époque des Chéreau, des Peter Brook, et des Streller. Que des tocards, quoi. Et des Streller. Et là, j'ai toujours, à partir de 15 ans, je me suis toujours dit, il faut que je travaille dans le théâtre, mais derrière, parce que absolument pas en tant qu'actrice. Donc derrière, c'était soit critique de théâtre, soit dans la production. Et critique de théâtre à 18-19 ans, je me suis dit, c'est un peu prétentieux. Armelle Elliot est là, elle fait très bien son travail, donc je voyais pas du tout comment... Elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là. Voilà. Et donc, c'était plutôt productrice, et j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire qu'après 6 mois, avec Pierre Santini, je suis arrivée chez Jérôme Deschamps et Macha Makayev, qui après, en quelle année, là? En 92, et Jérôme m'a dit avec la plus grande sincérité des années après qu'en fait, quand il m'avait vu, il pensait que j'allais rester 3 mois, et je suis restée 10 ans. Mais ça a été la grande époque des 3 spectacles à la Villette, et puis ensuite, 1 an après, des Chiens, où là, j'étais... Vous me demandiez si François me demandait mon avis, mais là, Jérôme et Macha me demandaient mon avis, parce que j'étais la seule un peu pas artiste, et donc j'ai été présente, je crois, aux 450 des Chiens. Et c'était quand même une expérience incroyable. Et puis au grand succès de ce qu'a dit François, c'est magnifique, les précieuses ridicules et tout ça. Donc 10 ans. Et puis un beau jour, il fallait que ça s'arrête. Et puis François aussi est parti. Et puis François a eu l'excellente idée de m'appeler à peu près 1 an après, parce que
François a eu la bonne idée de se dire qu'il fallait qu'il crée sa propre société. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont fait ça. Mais bon, il fallait quelqu'un qui tienne un peu la caisse. Donc, il m'a appelé. On a créé notre société avec Corinne Honickman. On était donc 3 et ça fait 20 ans. Et donc, en fait, ma fonction, c'est d'accompagner les projets de François. Mais c'est pas très compliqué. Parce que François est un acteur qui a quand même pas mal de succès. C'est un acteur qui adore tourner. Donc, je peux prévoir des tournées assez grandes, assez longues, assez denses. Et donc, la production des spectacles de François est pas très compliquée. Parce qu'avant même qu'ils soient créés, souvent, on a déjà une année de tournée. Les gens achètent les spectacles de François avant même de les voir, ce qui est quand même assez Ce qui est navrant. Ce qui est navrant. Et c'est vrai que pour Art, ça a été absolument incroyable, parce que, voilà, les gens connaissaient tous les 3 acteurs, connaissaient tous le texte, et je pense qu'en 2 jours, j'avais 90 dates de tournée. Ah donc, c'est à ce point-là. J'ai un métier pas très difficile avec François. Alors, il n'y a pas que les spectacles de François. Alors, il n'y a pas que les spectacles de François. Et on va parler des autres. Mais quand même, on revient un tout petit peu en arrière pour savoir, quand même, qu'est-ce qui vous reste, vous 3 qui sont là, des années avec Jérôme Deschamps, Macha Makayev, dans la façon de travailler, dans ce que ça a imprimé en vous, quand même. En fait, c'est déjà un énorme plaisir, une découverte artistique incroyable. Et alors, pour moi, une rigueur extraordinaire. Oui, c'est l'école de la rigueur, et j'ai appris à travailler et à être productrice, en fait. Et j'ai encore plein de petites ficelles que Jérôme m'avait apprises, qui me servent toujours, en fait. Et alors moi, évidemment, c'était un monde assez luxueux, parce qu'on a fait que des grands théâtres, des scènes nationales et tout ça. Donc, oui, j'ai appris à évoluer dans des grandes scènes. Et, à une grande époque où il y avait plus d'argent dans le monde de la culture, et notamment du spectacle vivant. Voilà. Je laisse les 3 petits points en l'air, mais quand même, on les a entendus. Qu'est-ce qui reste des déchiens en vous, si je peux le dire comme ça, François Morel? Plein de choses, parce que de toute façon, je crois que chacun venait avec sa personnalité et son humour et sa façon de rire. Donc, les gens qui me connaissaient, qui me voyaient faire les Deschiens, ils voyaient comment je déconnais avec eux 5 ans avant, quand je n'étais pas associé aux Deschiens. Donc, aujourd'hui, quand je lève un sourcil, on me dit je fais les Deschiens. Ben non, je lève un sourcil comme j'ai toujours levé un sourcil depuis 66 ans, quoi. Donc voilà. Mais il y a plein de. Mais sur le travail, sur la rigueur, je pense. Vous avez dit quoi, 350? Combien vous avez dit? 450 450 des chiens, parce que non, ça fait à peu près, parce que ça durait sur 5 ans. À peu près. Oui. Ouais, il faut fournir quand même. Enfin, c'est une exigence physique aussi. Alors, c'était 3 jours par mois, à peu près, 2 ou 3 jours par mois. Il en était, sur peut-être 7, 8 tournées, il en restait 5, 6 qui étaient diffusées. Moi, j'aurais dit un peu plus, mais moi, un peu plus de quoi, de diffuser, de garder? Je sais plus. Non, c'est aussi, par exemple, dans le spectacle art, là, c'est de penser vraiment aux personnalités, aux 3 personnes, et se dire, il faut se servir de ce qui sont eux pour que le texte soit dit de la meilleure façon qu'il soit. Et donc, quand je me dis, tiens, il y a un petit rapport entre Yvan et Olivier Saladin. D'abord, j'ai une admiration énorme pour Olivier Saladin, parce que je trouve que c'est un comédien d'une force inouïe, et on le voit. Enfin, je trouve qu'il est absolument bouleversant dans ce spectacle-là, mais même comme rarement je l'ai vu, comme je l'ai vu déjà plusieurs fois, par exemple dans Les Chiens de Navarre, il concluait l'un des derniers spectacles des Chiens de Navarre, et il était absolument bouleversant. Et je trouve que là, il a une colère à la fin qui est absolument incroyable, et qui donne une force à la fin de ce spectacle-là. Donc, moi, quand je vois le texte, je dis pas le personnage est comme ça, tu dois le jouer d'une telle façon, c'est-à-dire soit au maximum de ce que tu es toi, et comment ce personnage-là pourrait être toi. Et je trouve qu'Olivier Saladin continue à me surprendre et à m'épater, et surtout même à me bouleverser. Vous faites quand même des notes à vos comédiens. On se parle beaucoup. Olivier Proche, dites la vérité. On est à peine sortis de scène, tous les soirs. Non, c'est vrai. Tous les soirs, un petit commentaire. Tiens, là, à tel endroit, on aurait pu... Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Comprendre. Je pensais à un truc qu'on pourrait améliorer, attendre peut-être là une seconde de plus. T'as vu, finalement, les accidents qui font qu'on découvre...
des vérités qu'on n'avait pas trouvées jusque-là, quoi, de jeu. Et oui, tous les soirs, oui. Et Valérie Lévy, sur l'accompagnement, sur cette production de art, quelle est votre place à vous? Est-ce que vous êtes dès les premières répétitions, vous venez de temps en temps? Comment ça se passe? En fait, mon rôle, il intervient bien avant les répétitions parce qu'en fait, il fallait, dès que François a eu l'idée, il fallait appeler l'agent d'Yasmina Reza et voilà. Donc il y a tout de suite des aspects financiers qui arrivent, le budget et puis après, oui, les répétitions. Moi, j'adore ça et être là tout le temps et le planning et oui, je suis là tout le temps, c'est absolument ça, c'est super quoi. Mais en pur regard d'admiration. Oui, en pur regard d'admiration. J'aime pas trop intervenir parce que je trouve au début, parce que je trouve qu'ils sont déjà 3, qu'il y a souvent le regard aussi du scénographe. Tout ça. J'aime pas intervenir dès le début. Je me permets après des petites choses un peu plus tard. Voilà. Mais j'aime mieux les laisser travailler en tant qu'artiste. On peut te demander comme ça, pour discuter à la fin quand voilà. Quand on fait un petit filage pendant les répétitions, à la fin des répétitions, on commence à faire des filages. C'est agréable, on va te voir, on te demande, etc. Comme on peut demander aussi à d'autres qui sont présents, mais c'est chouette. Un autre assistant, Valentin Morel, qui était très bon. Ah oui. Lui, il était là tout le temps, là. C'était super. On avait reçu dans cette émission Catherine Hegel et Alain Françon, qui étaient venus avec Jean-Robert Charry, le patron du théâtre de la Porte Saint-Martin et des Bouffes parisiens. C'était le 1er mars dernier dans Affaires culturelles. Écoutez ce qu'il disait de ces artistes. J'essaye vraiment de garder mon admiration absolue pour ces gens, c'est-à-dire que je me sens enfant quoi quand je les accueille dans mon théâtre, c'est-à-dire que je suis vraiment quand j'ai compris qu'on allait pouvoir faire ce projet avec les deux, j'étais ébahi quoi. Et toutes les répétitions où j'ai pu me planquer dans la salle pour regarder, je l'ai fait. Et je n'ai jamais, je me suis pas ennuyé un quart de seconde, quoi. C'est absolument fascinant de les voir bosser et l'un et l'autre. Et voilà. Et je pense que je vais continuer à faire ce métier tant que j'aurai cette capacité d'admiration et de reconnaissance, quoi. Je suis fou de joie quand ils sont là au travail. Et c'est le côté le plus merveilleux de ce métier, c'est de pouvoir lire un texte. Même si c'est un texte de Thomas Bernhard, et d'avoir le pouvoir de lancer une affaire comme celle-ci, parce que c'est absolument génial, quoi. C'est de décider ça. Et après, voir se rencontrer ces deux-là, qui sont quand même pas les plus simples. Je veux dire, c'est pas, j'apprends rien à personne, mais je veux dire, c'est quand même. Alain Françon a l'air d'accord, Catherine Hegel est très étonnée. Non, mais c'est plus sidérant que Je donne les visuels, pour nos auditeurs et auditrices. Non, mais voilà, c'était fou et j'espère que ça continuera. Ouais, c'était donc comme un samedi pendant l'affaire culturelle, le 1er mars dernier. Vous reconnaissez dans ses propos Oui, on reconnaît. Et puis en plus, j'aime beaucoup Jean, qui a fait un travail remarquable à la Porte Saint-Martin et qui en plus dirige le festival d'Anjou où on va jouer lundi et mardi. Dans quelques jours. Dans quelques jours, on va jouer art pour la première fois en plein air. Et donc oui, ce que dit Jean, oui, je valide totalement. C'est le plaisir d'abord de l'artistique, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. L'admiration. Oui, l'admiration. De voir les gens que vous admirez au travail. Ouais. Quel beau métier, mais bon, qui exige beaucoup de compétences, parce que monter une société, c'est une chose, qu'elle existe, et aussi bien 20 ans plus tard, c'est le signe des qualités de la dite entreprise. Mais il y a les projets de François Morel, mais il y a beaucoup de monde, il y a toute la bande, il y a Olivier Saladin, il y a Philippe Duquesne, il y a Daniel Pénac, il y a Hervé Letellier, il y a Patrick Mille, Benjamin Guillard, Olivier Broche. Et aussi Patrice Thibault. Et j'allais y venir. Voilà. Dans un instant, je voulais savoir... Olivier Broche, quelle productrice est Valérie Lévy, en vrai? N'est pas là. Alors moi, Valérie Lévy, on est arrivé à... Il est gêné. Non, pas du tout. C'est tellement simple. Je me réfléchis à la question parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Et donc, on est arrivé ensemble chez la compagnie Deschamps en mars-avril 92. Voilà. Moi, pour remplacer Maurice Lamy dans La Page Chasseur, c'est la première fois que je suis arrivé à la compagnie. Et Valérie, voilà. Moi, je suis arrivée pour remplacer 3 personnes. Non, c'est pas vrai. L'administrateur, l'administratrice adjointe et puis l'assistante, voilà, 3. Début des économies. 3. Et je suis arrivée, et une semaine après, j'avais un lombago et je pouvais plus marcher. Donc, voilà. Bon. Ah, d'accord. Bon, voilà. Non, alors l'été, effectivement, on peut voir des spectacles, même à Paris.
Valérie Lévy. 2 spectacles de Patrice Thibault qui vont être à l'affiche. Oui, et encore Patrice, encore un de la bande qu'on a connue avec tout le monde il y a 25 ans. Et Patrice Thibault est un formidable comédien qui parle pas beaucoup dans les spectacles, mais qui est une sorte de mime, une sorte de Jacques Tati, comme ça. Et là, il fait 2 spectacles, Franito et French Cancan, qui sont des spectacles absolument réjouissants. Franito, c'est plus sur une maman espagnole qui a un fils qui fait du flamenco, c'est complètement déjanté. Et puis French Cancan, c'est la suite de Cocorico, où il parle de la France, du cyclisme, du Tour de France et plein d'autres choses. Et c'est vraiment très très drôle. Et c'est au Théâtre Montparnasse depuis 3 jours jusqu'au 20 août. Et les 2 spectacles sont en alternance. C'est un grand burlesque. Alors, oui, votre regard, François Morel, sur Patrice Thibault. Il est extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui a le pouvoir de déclencher des rires d'une façon absolument incroyable. Et des gens qui ne sont jamais allés au théâtre, ils découvrent Patrice Thibault et ils sont comme des enfants. Et il est absolument formidable, quoi. C'est un grand mime, c'est un grand burlesque. On comprend tout avec un simple geste. Il y a une économie de moyens et il y a un résultat qui est extraordinaire. Il faut absolument le découvrir si on a la chance de ne pas le connaître encore. Mais, alors, de comédien à comédien, et la question vaut aussi pour Olivier Broche, quand on voit comme ça un camarade, un confrère faire des choses qui vous provoquent ce type de réaction, on se demande quand même comment il fait, on comprend, on cherche à savoir. Ou on admire simplement. Moi, j'admire parce que je sais que on n'a pas tous les mêmes talents, quoi. Donc moi, j'ai besoin beaucoup des mots, par exemple. Je saurais pas exister sur une scène sans les mots. Et lui, il n'a pas besoin de mots, ce qui fait qu'il tourne dans le monde entier. Et c'est pour ça aussi que je l'admire, c'est qu'on se ressemble pas. Olivier Broche. Moi, alors après, lui, il est vraiment dans un univers tellement particulier. Je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je me réjouis, mais je serais incapable de faire ça. Mais quelquefois, on prend des choses tout le temps aux autres comédiens qu'on admire et on se rend pas compte après quand on joue qu'on leur a emprunté des choses. Et ça m'est arrivé de prendre sûrement des choses à François, Olivier. Peut-être un Patrice Thibault que j'ai moins vu que François et Olivier, mais et quelquefois il y a des gens qui m'ont dit j'ai vu Olivier faire la même chose que toi, il t'a piqué des trucs. J'ai dit non, je pense que c'est plutôt le contraire. Oui, c'est ça, c'est aussi une histoire d'amitié, c'est une sorte d'émulation, de contamination positive. Oui, absolument. Ouais, qui passe aussi par l'écriture. Quand vous écrivez, il y a tout ce que vous avez aimé, les textes que vous avez lus, relus, qui vous nourrissent. Bien sûr, ouais, bien sûr. Toulouse-Matabiau, ça n'arrive pas de nulle part. Je sais pas d'où ça arrive, mais oui, ça vient de l'écoute de plein de chansons. Ouais. Moi, j'adore la chanson et j'adore les gens qui écrivent bien. Et j'étais un peu, quand j'étais tout jeune, 15-20 ans, j'écoutais la chanson à texte. Et maintenant, l'âge venant, je me dis, mais qu'est-ce que les chansons de Jodassin sont bien écrites, par exemple, par, comment il s'appelle, son nom, Claude Lemel. Par Claude Lemel, par exemple. Enfin, je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile encore, c'est-à-dire de faire une chose extrêmement bien écrite et très populaire. Moi, je trouve ça bien. Ouais, mais vous évoquiez le musée d'Orsay tout à l'heure. Il y avait aussi ce spectacle sur les chansons, enfin qui mélangeait chansons réalistes et chansons et compositions originales. Il y a une idée de continuer à transmettre ce patrimoine-là, enfin que vous partagez. Il y a l'idée de s'amuser en tout cas, là, c'est-à-dire de perdre un peu le public en se disant mais est-ce que ces chansons-là ont été vraiment chantées par Bruant ou est-ce que ou pas, ou ça vient d'être inventé ce matin. Et c'est ça qui était assez amusant, quoi. On l'a pris aussi comme un exercice. Et on a écrit plein de chansons, finalement. Moi, je pensais qu'on allait faire un spectacle composé surtout de choses existantes, du répertoire existant. Puis finalement, avec Antoine, on s'est envoyé plein de trucs, de textes, et puis c'est devenu il y avait au moins une dizaine de chansons originales. Il y avait quasiment la moitié du répertoire qui était des chansons originales au final. Et je pense qu'on parlait de l'Oulipo tout à l'heure, c'est le plaisir du jeu, de se donner une contrainte, de dire, tiens, j'écris comme si je vivais en 1903. Ça, c'est assez marrant. Enfin, je pense Déjà, il faut aller chercher une plume, de l'encre. Exactement. C'est ça, un petit verre d'absinthe et c'est parti. Oui, ça se retrouve maintenant. Oui. C'était longtemps interdit, ce n'est plus le cas. Mais puisqu'on parle d'écriture, Valérie Lévy, productrice, qui s'occupe des costumes, mais qui est aussi autrice. Il y a eu un roman, par exemple en 2006, Les Petites Douleurs, mais aussi des pièces de théâtre. La dernière en date a été créée en janvier 2022.
J'avais ma petite robe à fleurs, un monologue sur les conséquences d'un viol et sur la place de la parole pour se reconstruire, pour aller vite. Mise en scène de Nadia Jandot avec Alice de Lancsain pour interprète. Un texte Et Valentin Morel. Et oui, non, j'ai son nom plusieurs fois. Le texte apparu depuis à l'avant-scène théâtre poursuit toujours sa vie en tournée. Quelle place occupe l'écriture dans votre vie? Alors, j'ai compris qu'en 2 jours, vous avez 90 dates. S'il laisse un peu de temps pour écrire. Mais tout de même, Valérie Lévy. L'écriture, là, je suis un peu flemmarde en ce moment. C'est vrai que c'était plus il y a 10 ans où j'écrivais plus. Là, je dors sur mes lauriers de ce petit succès de pièces. Je suis un peu flemmarde. Là, j'ai peut-être un projet, je vais m'y remettre. Non, mais vous parlez de ça de façon un peu légère. Cette pièce est tout sauf légère. J'imagine qu'elle a répondu quand même à une nécessité. Ça s'écrit pas comme ça. Oui, c'était une nécessité. En fait, c'est parti d'une sorte d'énervement sur la télé-réalité. Mais donc, c'était déjà il y a un moment sur la télé-réalité qui allait voir les gens dans leur intimité et tout ça. Je me suis dit, si j'écrivais quelque chose qui va encore au-delà, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu un drame dans sa vie et qui croit que pour s'en sortir, il faut qu'elle passe à la télé en prime pour aller mieux. Et voilà, je me suis amusée à ça. Et puis, donc ça n'a rien à voir avec l'univers de François. Donc j'ai eu un peu... j'avais un peu peur de lui faire lire parce que c'est tellement différent. Et puis il fallait que François accepte qu'on le produise avec la société, donc avec la société de production. Et voilà. Donc là, j'ai eu un rôle pas très facile à jouer parce que j'étais l'auteur et en même temps la productrice du spectacle, ce qui a été très compliqué parce que j'avais du mal à appeler les villes pour leur dire est-ce que vous pourriez pas acheter un texte formidable? Donc il y a un moment, je me suis dit je vais peut-être prendre un pseudo, ça sera plus simple. En même temps, c'était pas du tout simple. Voilà. Et puis finalement, cette pièce, elle a eu une belle vie puisqu'on a joué au Rond-Point, on l'a joué à Avignon, et puis là, il y a encore des dates de tournée. Et j'ai un petit espoir qu'on le reprenne. J'aimerais bien un lundi de temps en temps dans un théâtre que j'affectionne tout particulièrement, rue de la Gaîté. Voilà. Donc voilà, je lance ce message. Il se reconnaîtra. Voilà. Quel regard, François Morel, portez-vous sur l'autrice Valérie Lévy, plus singulièrement peut-être sur cette pièce-là? Une surprise en fait. Quand j'ai découvert le texte, mais moi j'aime bien. Je me pense pas à moi comme une personne publique qui aurait un avis. Non, je te demande votre avis à vous, François Morel, c'est qui lève le sourcil ça depuis toujours. Non, mais quand Valérie dit, c'est pas du tout son univers. Où effectivement, ça n'a rien à voir avec les spectacles qu'on fait, mais c'est pas pour ça que moi ça peut pas m'intéresser comme spectateur et même comme citoyen. Donc je trouvais que ça parlait de choses importantes, profondes, que c'était bien traité, qu'il y avait et puis que c'était extrêmement bien monté aussi. Après, quand j'ai découvert la mise en scène, je trouvais qu'il y avait une vraie originalité dans la production et que donc c'était du théâtre, ça racontait des choses belles, importantes, intéressantes, et donc évidemment que j'avais envie d'en être. Alors donc pas simplement productrice en effet, puisque autrice, mais alors justement comment est-ce que vous avez suivi le travail de Nadia Jandot et de Alice de Lancsain et de Nadia, ça a été une rencontre amicale d'abord, et voilà. Et après, on a eu beaucoup de mal à trouver une actrice qui acceptait de jouer tous les soirs une jeune femme qui avait été violée. Et finalement, on a rencontré Alice de Lancsain, qui est extraordinaire. Et là, évidemment, le grand plaisir d'aller aux répétitions. Mais en voyant mon texte sur scène, c'est assez bizarre, quoi. Et là, j'ai laissé Nadia complètement maître de sa mise en scène, parce que de toute façon, elle a fait ce dont je rêvais. Mais oui, les répètes, c'était un grand plaisir, évidemment. Et donc à Avignon, où on a joué 20 fois tous les jours, je me disais non, je vais aller aux premières. Puis pas 20 fois tous les jours, mais 20 fois pendant 20 jours de enfin, suite. 25 jours. Et, pauvre Alice. Et je m'étais dit, j'irais pas du tout à toutes les représentations parce que je pourrais pas. Et en fait, j'étais évidemment à toutes les représentations. Donc c'était. Mais la première, vous l'avez vécue comment ? Très mal, dans un état de stress atroce, épouvantable, horrible, je voulais pas y aller, voilà. Non mais alors la deuxième, la troisième, après c'était beaucoup mieux. Maintenant, ce qui est vraiment bien, et maintenant j'aime beaucoup, c'est que on a lancé l'idée avec les théâtres dans lesquels on va de faire des débats après le spectacle. Et ça c'est bien. Et maintenant je suis assez à l'aise pour en parler, et ça nous a apporté plein de choses. Et donc c'est ça qui est vachement bien. Et on se rend compte que malheureusement
À chaque fois qu'on a un peu de public, il y a toujours quelqu'un dans la salle, une femme, à qui il est arrivé quelque chose de semblable, en fait. Et donc, c'est hyper intéressant. Moi, je me sens pas toujours hyper légitime parce que j'ai écrit ça, c'est une fiction. Mais voilà. Mais c'est un plaisir. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce texte-là, j'avais ma petite robe à fleurs, dont je rappelle qu'il est publié à la Fontaine Théâtre, ne semblait pas correspondre à l'univers artistique de François Morel. Mais alors, du coup, la question, c'est est-ce que vous n'auriez pas envie d'écrire pour François Morel ? Ah non, pas du tout. Bah non, parce qu'il écrit tellement bien pour lui. En fait, je dis ça, mais il y a 15 ans, j'avais commencé avec un copain, on s'était dit on va écrire un long métrage pour François, mais je lui ai jamais dit. Et donc, on avait dû écrire 3 pages, ça se passait sur une barque. L'idée d'un camping avec François, voilà, mais ça s'est arrêté très vite. Un camping. Vous n'êtes pas au courant. Non, mais ça s'est arrêté très vite, voilà. Ouais, donc, non. L'argument est assez mince au départ. Vous avez certainement des idées pour la suite. Ouais, non. La barque coule. Pour François, il y a une planche sur le donc tout ça s'est arrêté assez vite. Vous le disiez, ils vont jouer, ces garçons, avec Olivier Saladin au Festival d'Anjou à Angers. L'enjeu de venir à Paris après déjà donc les 90 dates, elles sont passées là mardi, ça fera la 83e, mais en fait je crois qu'on n'a jamais commencé par Paris. En fait, on a toujours créé en province parce que François adore jouer en province. Alors pourquoi ? Non, mais j'adore jouer. Pardon, J'adore jouer, en fait. Oui. Donc j'adore jouer à Paris en province. Il y a 150 dates à Paris, ce serait. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer en l'occurrence. Mais oui, c'est. Non, mais moi La vie de tournée, Valérie Lévy avait l'air de dire que c'est quelque chose qui vous plaisait. Ça m'a plu beaucoup. Peut-être que ça m'a plu un peu moins. C'est le fait de défaire et de faire des valises qui finissaient par me fatiguer un peu. Mais j'aime bien rencontrer le public. J'adore ça. Oui, puis j'aime bien faire mon métier et j'aime bien passer par Paris de temps en temps. Que la tournée passe par Paris et qu'on puisse s'arrêter un peu plus longtemps parce qu'il y a plus de public normalement. Mais il s'agit pas comme ça peut être le cas pour certains one-man show, seul en scène, d'aller rôder en province. Là, pour vous, c'est vraiment. Le mot rôder, on peut pas le dire parce que c'est bien pour ça que j'en parle. C'est que justement, c'est pas du tout votre cas. Vraiment, le spectacle était très près le soir de la première. C'était à Suresnes en novembre et le spectacle était extrêmement près. C'était aussi une volonté de Yasmina Reza qui ne voulait pas qu'une pièce, qu'il y ait 2 pièces en même temps d'elle en même temps à Paris. Donc on n'avait pas le droit de jouer en 2025, avant 2025. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'on n'a pas joué à Paris tout de suite. Alors qu'il n'y en a pas eu ? Alors qu'il y en a il devait y en avoir une. Il devait y avoir le Dieu du carnage, mais il n'a pas été monté finalement. Ouais. Il n'a pas été repris, tu veux dire ? Il n'a pas été repris, oui. D'accord. Ça, c'est vraiment les questions business dont s'occupe Valérie Lévy. Vous voyez avec elle. Mais vous dites que c'était prêt. Mais qu'est-ce qui a changé selon vous On est plus à l'aise. On est beaucoup plus à l'aise. Je trouve qu'on a gagné des choses. On joue plus ensemble. Ça s'est densifié, je trouve, et on s'amuse encore plus qu'avant, par rapport aux premières à Suresnes, vraiment. Alors après, c'est une impression, mais la plupart des gens qui sont revenus le disent en tout cas. Je crois que c'était quand même le même spectacle et on peut. Un spectacle, ça évolue toujours un peu. Il y a quelquefois quelque chose de plus abstrait les premiers soirs qu'on perd aussi un peu au fur et à mesure des représentations. Donc les spectacles diffèrent, mais en tout cas c'était un spectacle qui était très près le soir de la première. Je le confirme. Alors les très longues séries, c'est aussi toujours cette question qu'on se pose de façon très légitime. Comment ne pas être dans une mécanique sans véritable énergie ou âme? Comment on fait pour chaque soir être au présent? C'est précisément le métier qu'on fait. Oui, je sais bien, donc, mais c'est le plus mystérieux. Moi, c'est la première fois que ça va m'arriver de jouer aussi longtemps une pièce au même endroit. Tu veux dire, tu risques d'être assez donc, mauvais. Allez-y vite. Allez-y au début. Non, faites vinaigre. Non, mais la question se pose parce que je me la pose à moi-même, qu'on se la pose, enfin, en tout cas, je crois que tous les 3, plus ou moins. Là, c'est prévu de jouer du 27 août au 9 mars. C'est extraordinaire, mais ça nous paraît justement extraordinaire. C'est pas sûr jusqu'à Noël. La billetterie est ouverte jusqu'au 20 décembre. Ouais. La productrice prend la main. Bon, alors, on va effacer. Déjà, moi, j'ai jamais
jamais joué plus de 2 mois, soit au Rond-Point, soit à la Pépinière, soit je sais pas, ou un spectacle. Non, mais je sais bien que c'est votre métier, mais ça fait partie des difficultés très extrêmes, me semble, de ce métier. On s'écoute beaucoup, on est très attentif au jeu de l'autre, donc on joue pas exactement de la même façon tous les soirs. C'est marrant. Donc on sait que... Et en même temps, on a parlé de la mécanique. Ouais, mais précise. On sait que le public n'est pas là c'est pas le même public tous les soirs. Ouais. Donc c'est ça qui. Non, mais c'est hyper important. Non, de c'est se vrai. dire ça. On n'a pas le droit de jouer, d'être plus relâché un soir qu'un autre, parce que le public il est différent. C'est tout. Non, mais il peut arriver aussi peut-être un soir où on est un peu moins en forme, mais si le public est bon, ça aide, hein. Et inversement. Ouais. Énormément. On peut être bon devant un public nul, et ça c'est vraiment rageant. En tout cas, jusque-là, moi, j'ai jamais ressenti la moindre fatigue depuis qu'on joue art. Non, jamais. Eh bien, ça va continuer. Avant la dernière séquence de cette émission qui va nous faire sortir de ce studio pour aller à Chantilly, je remercie encore une fois nos invités. Valérie Lévy, vous avez d'autres dates à nous donner, je sens. Non, j'ai pas d'autres dates, c'est juste un petit message parce que c'est une librairie que François aime beaucoup, qui est à Alençon, parce que François est de là-bas, de l'Orne. De l'Orne. Et c'est une librairie qui s'appelle Le Passage, qui connaît une vraie difficulté financière, et en fait il reste 10-15 jours pour trouver des gens qui investiraient dans cette librairie, et voilà, et ils cherchent des repreneurs locaux et un directeur, et on aime beaucoup la personne qui s'en occupe, et voilà, et j'ai promis que je parlerai du Passage, dont François déjà a beaucoup soutenu déjà, voilà. Et il faut contacter qui? Parce que il faut contacter le mail c'est soutenonslepassage@gmail.com. Voilà. Ça va mieux en le disant. Merci Valérie Lévy, Olivier Broche, Antoine Salaire. Merci bien sûr François Morel. Art de Yasmina Reza, que vous mettez en scène et jouez avec Olivier Broche et Olivier Saladin, sera donc donné les 23 et 24 juin au Festival d'Anjou à Angers. Puis donc à partir du 27 août au Théâtre Montparnasse à Paris. Merci à tous quatre. Merci à vous. Merci. Et comme chaque semaine, on sort du studio pour aller à Chantilly grâce à Aurélie Charon. Comme un samedi. L'avant-scène. Aurélie Charon. La compagnie équestre du château de Chantilly, dirigée par Sophie Bien-Aimée depuis bientôt 20 ans. C'est son père, l'écuyer Yves Bien-Aimée, qui avait fondé en 1982 le musée vivant du cheval, sous le dôme des Grandes Écuries, une piste de 13 mètres de diamètre qui est habitée par des spectacles créés chaque année par la compagnie. On peut donc visiter le château de Chantilly, les Grandes Écuries, et voir les chevaux en spectacle en ce moment. Un jour à Paris, c'est le titre du spectacle qui se passe dans la capitale en 1900, quand 80 000 chevaux arpentaient la ville. Aurélie Charon a rejoint Sophie Bien-Aimée en loge juste après la représentation. Je vous emmène. On va se mettre là, ça serait plus dessus. Super. Il y a combien de chevaux aujourd'hui? Donc là, vous avez une trentaine de chevaux, une dizaine de poneys, ânes, mules. Et nous sommes 10 cavalières, 4 palefreniers, une intendante. Ça, c'est vraiment pour la partie écurie. Et on est là tous au service de nos chevaux. Sophie Bien-Aimée vient de sortir de scène sous le dôme des Grandes Écuries du château à Chantilly. Vous êtes dans les Grandes Écuries de Chantilly, Grandes Écuries des Princes de Condé, construites à la demande de Louis-Henri de Bourbon, qui était le 7e prince de Condé, et qui voulait des écuries dignes de son rang, dignes d'un prince. Donc il a créé des écuries comme un palais, tout simplement. Au XVIIIe siècle, elles abritaient 240 chevaux. Ils étaient tous en stalle et c'était des chevaux pour la chasse parce que vous avez beaucoup de forêts autour de Chantilly. On a encore 6000 hectares de forêt. Sophie Bien-Aimée avait 15 ans quand le musée vivant du cheval a ouvert. C'est son père, Yves Bien-Aimée, qui était instructeur au centre équestre, qui l'a fondé. En fait, je suis un bulldozer qui est
qui est mon père, suivi de ma maman. Et moi, je suis fascinée à 15 ans, c'est-à-dire que j'ai entendu parler des écuries quand j'avais 11 ans, donc 4 ans avant, où mon père a eu l'opportunité de vendre son centre équestre et a dit à ma maman, Annabelle, écoute, ça serait pas mal de proposer à l'Institut de France, propriétaire de ces grandes écuries, d'installer un musée au lieu d'un centre équestre. Et j'ai le souvenir que maman était dans sa cuisine en train de touiller, préparer quelque chose. Et là, elle se met à pleurer et elle dit, eh bien oui. Et donc moi, à 11 ans, j'entends parler de ces écuries. Et donc j'ai ces écuries en permanence dans la tête. Et ils passaient leur temps dans les brocantes pour essayer d'acheter du matériel pour présenter dans ce futur musée. Donc quand j'ai 15 ans, il y a 60 chevaux en bois qui sont dans la maison. Et le 2 janvier, il signe avec l'Institut de France et à partir de ce moment-là, vous n'avez que des ouvriers, des artisans, des peintres, mais des sculpteurs, des peintres qui débarquent à la maison et aux grandes écuries. La maison devient un hôtel-restaurant, tout le monde s'installe et les écuries reprennent vie. Je me souviens qu'il y avait 2000 carreaux à remettre. C'était pour moi le temps des cathédrales. C'est un souvenir dingue. Et évidemment, je n'imaginais pas du tout que j'y passerais ma vie. Le musée du cheval aux Grandes Écuries à Chantilly ouvre en 1982 et c'est le père de Sophie Bien-Aimée, Yves Bien-Aimée, qui a eu très vite envie que ce soit aussi habité par des spectacles. Les spectacles ont commencé 2 ans plus tard, en 1984. Et tout de suite, la piste, j'ai carrément craqué, quoi. J'ai adoré ça, adoré faire ça. Parce que là, c'est-à-dire que vous êtes protégé par les chevaux, vous ne vous mettez pas seul. Je pense pas que juste en comédienne je pourrais, mais là, il y a mon cheval, donc il me protège. Et quelque part, préparer son cheval pour qu'il n'ait pas peur du public, de la musique, des costumes, des lumières, ça, c'est très, très amusant pour nous. Et vous vous souvenez de la première fois en scène avec votre cheval face à un public ? Les premières fois, c'était avec mon premier professeur de spectacle a été Lucien Grus, le cousin germain d'Alexis Grus, qui m'a dit, Sophie, plus ça va mal, plus tu souris. Et de toute façon, le rideau s'ouvre, tu souris. Et ça, c'était terrible, vraiment terrible. Et il faut que ce soit une deuxième nature. Et il a tout à fait raison, parce que quand vous avez des problèmes avec votre cheval, si en plus ça se voit sur votre figure, double peine pour le public. Donc non, il faut toujours que ça ait l'air d'être facile, même quand c'est une catastrophe. Un spectacle, c'est environ 1 année de travail et de répétition avec les chevaux. Le dernier s'appelle Un jour à Paris et sous le dôme, les chevaux, un mime, un acrobate aérien reconstituent l'atmosphère de Paris au début du XXe siècle. On est resté sur 1900 parce qu'il y avait 80 000 chevaux à Paris. Et donc, il y avait matière. Et là, on a commencé à chercher et à lire. Moi, j'ai lu un bouquin que j'adore et que je vous conseille, qui est de Crafty, qui est un monsieur qui vous présente la bourgeoisie de l'époque et avec beaucoup d'humour, plein de dessins très humoristiques, les catastrophes dans Paris, comment les attelages dans Paris, les encombrements dans Paris. En fait, toutes ces recherches, on a essayé ensuite de les mettre en scène. Et puis après, on discute avec l'équipe, avec les cavalières, et chacune doit éduquer son cheval. C'est-à-dire que chaque cavalière au musée a un piquet de chevaux. Par conséquent, où en sont les chevaux au jour J ? Alors, et toi, qu'est-ce que tu aimerais présenter ? Et toi, qu'est-ce que tu aimerais présenter ? Donc voilà, on fait la compilation de ce qu'on pourrait imaginer. Et tout à l'heure, vous disiez sourire malgré tout, même s'il y a un problème avec le cheval. Ça peut être quoi comme genre de problème ? Eh bien, vous voyez, quand vous pensez lui demander un exercice, et puis la connexion s'est pas bien passée, il y a eu un truc ou alors il a eu peur. Par exemple, tout à l'heure, mon cheval a eu peur de quelque chose par terre.
qui est tombé. Et par conséquent, bien évidemment, là, il a fait un petit pile. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai bien ressenti. Et on doit continuer comme si de rien n'était, évidemment. Vous pourrez jamais soumettre un cheval à faire un exercice. Enfin, vous pourrez, mais c'est pas très harmonieux. Là, le but, c'est vraiment que vous essayiez d'aller le plus loin possible avec lui, mais c'est lui qui a le dernier mot. Et une répétition, une journée de répétition pour un cheval ressemble à quoi ? En fait, on fait très très peu de répétitions. C'est-à-dire que tous les jours, on lui fait faire ses gammes et on essaye que le grand écart se fasse, par exemple. Et là, vous avez un quart d'heure, une demi-heure, mais vous pouvez pas passer 2 heures avec votre cheval dans la piste, ça c'est impossible, parce que ça serait trop dur et puis à la fin, c'est lui qui dirait stop. Et vous ressentez quoi quand vous arrivez avec votre cheval sous le dôme ? Parce que cet endroit, il est quand même exceptionnel. Ah oui, alors c'est un des plus beaux écrins pour les chevaux. En tous les cas, ça les magnifie, ça les rend encore plus beaux, ça c'est sûr. Le dôme n'est pas facile non plus, parce que si vous présentez un petit exercice moyen avec un petit costume moyen, ça passe pas du tout. Ce qui m'est déjà arrivé, évidemment, et je me suis rendu compte que le dôme exigeait de nous au moins d'avoir un costume parfait et des exercices propres. En fait, les moments les plus exceptionnels, c'est quand vous êtes en connexion totale avec votre cheval, que vous êtes vraiment dans votre bulle, que votre cheval vous donne tout, et là, vous n'êtes que 2, même s'il y a 600 personnes. En fait, vous êtes partis, quoi. Et là, c'est le bonheur. Et comment vous vous préparez, justement ? Qu'est-ce qui se passe 1 heure avant le spectacle ? Vous, votre cheval, c'est quoi la concentration ? En fait, dès 8h du matin, vous êtes en spectacle. Pour le spectacle de 14h30 ? Ouais, pour le spectacle, vous êtes déjà dans le mood spectacle. Et on arrive, généralement entre 12h30 et 1h, et à partir de ce moment-là, alors si c'est mon cas, je selle mon cheval, je vais le redétendre. Donc c'est le petit quart d'heure, 20 minutes où on remet tout en place et voir, vous savez, l'équitation c'est très kinesthésique, c'est vraiment que des gestes et voir si votre cheval répond à toutes vos commandes. Et ensuite, je vais mettre ma selle d'Amazone et je vais faire mais vraiment 5 minutes sous le dôme en Amazone pour voir si là ça va. Et ensuite, je vais natter mon cheval, me maquiller, et enfin, le rideau s'ouvre. Et si on imagine que le public ferme les yeux 30 secondes avant que le spectacle commence, qu'est-ce que vous leur glisseriez à l'oreille ? Profitez du lieu. Il est exceptionnel, quand même, créé il y a 300 ans, pendant 16 ans. Vous avez 28 mètres de hauteur, une fontaine monumentale, c'est un endroit absolument magique. Le spectacle de la compagnie équestre du château de Chantilly, un jour à Paris, se joue jusqu'au 29 juin, avant de reprendre de septembre à novembre. Pendant l'été, du 12 juillet au 17 août, un autre spectacle sera présenté, Calamdae. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Anaïs Isebaer, Anouk Minaudier, Jules Barbier. À la technique ce soir, Noé Chaban, Bastien Varigo et Grégory Wallon, comme un samedi, réalisé par Alexandre Fougeron.